Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au programme de l'actualité. L'opération militaire pour Raqqa a commencé il y a 10 jours. 4 colonnes des forces démocratiques syriennes s'avancent vers la ville qui est devenue aujourd'hui la capitale syrienne de Daesh. La campagne militaire prendra beaucoup de temps et elle est difficile. Toute la région a été minée. Raqqa, la capitale de Daesh en Syrie. C'est la ville où les femmes yézidis sont vendues comme esclaves et où la population subit les atrocités du groupe Daesh. Raqqa, c'est désormais l'objectif des forces démocratiques syriennes. Depuis 4 directions, Ain Issa, Nahil, avec la 93e brigade et depuis la rive gauche de l'Euphrate, les forces démocratiques syriennes nettoient les campagnes et libèrent les villages du nord de Raqqa. Les avions de la coalition internationale soutiennent depuis les airs cette offensive. De nombreux membres de Daesh s'enfuient déjà vers les villages au sud de Raqqa avec leurs familles. Mais depuis Mossoul, de nouveaux renforts arrivent aussi. Cette campagne militaire prendra du temps. Toutes les zones abandonnées par le Daesh doivent être patiemment déminées et dans la ville de Raqqa, l'organisation Daesh se sert des civils comme de boucliers humains, interdisant toute frappe militaire d'envergure. De nombreux réfugiés de Raqqa parviennent malgré tout à s'enfuir de la ville et à rejoindre les camps de réfugiés de Serikaniye et de Kobani. Ces réfugiés attendent avec impatience que leur ville soit libérée pour enfin pouvoir retourner vivre en paix chez eux. Le quartier de Cheikh Marsoud au nord d'Alep est attaqué par différentes bandes armées. Ces groupes sont liés au Conseil national syrien. Ils ont déjà tué plus de 100 civils depuis le début de ces attaques. Depuis les quartiers d'Ashrafieh, de Seken el-Shebabi et de la rue Mourabirat, les bandes armées liées au Conseil national syrien mènent des attaques continues sur la population de Cheikh Marsoud. Mais les combattants Yapaga protègent les habitants et mènent des opérations afin de déloger les agresseurs de leur position. Cette semaine, 7 civils ont encore été tués, ce qui porte dorénavant à 117 le nombre total de civils tués à Cheikh Marsoud par les bandes armées liées au CNS. 4 combattants Yapaga ont également été tués dans les affrontements de cette semaine. Les groupes liés au Conseil national syrien qui pilonnent les civils sont les suivants. Le Liwa Sultan Murat, Harar el-Sham, la 16e division, le Liwa el-Fatih, le Liwa Sultan Mohamed el-Fateh, le Artesha el-Mujahidin, le Souar el-Sham, Harar Sourieh, le Jabat al-Shamieh, le Suror al-Jabal, la 101e division, le Fojj al-Awal, le Jabat al-Turkmen, le bataillon Abu Amra, le Artesha al-Islam, le Kumbuna Fasterim Kema Emert, la division al-Shamalieh et le bataillon Noureddin Zenki. Des combats très violents ont eu lieu dans les villes de Maré et d'Azaz, juste à côté du canton d'Afrin. Ces combats opposent le Daesh et bandes armées du Conseil national syrien. La conséquence, c'est que des militaires et des personnes qui viennent se réfugier dans le canton kurde Afrin. Avant que les violences ne redoublent sur le quartier de Cheikh Marsoud, les Yapagais avaient autorisé les membres des bandes armées du Conseil national syrien à emprunter les routes contrôlées par les Yapagas afin de se rendre à Idlib pour s'y faire soigner. Mais le canton d'Afrin a décidé de suspendre cette autorisation pour faire pression sur les bandes qui ravagent Cheikh Marsoud. Mais cette décision n'affecte cependant en rien les déplacements de civils. Jusqu'à hier, on dénombrait ainsi 14 295 réfugiés de la région de Shaba qui ont déjà trouvé un refuge à Afrin depuis le commencement des combats. Tous ces réfugiés en appellent aux combattants des forces démocratiques syriennes pour qu'enfin ils les délivrent de la brutalité de toutes ces bandes armées. En ce qui concerne les combats entre Daesh et les troupes du Conseil national syrien le long de la frontière, près d'Azaz, ce serait, selon les analystes, une forme d'option que se crée la Turquie afin de pouvoir justifier ultérieurement une intervention de ses forces armées dans le nord de la Syrie. Les forces turques multiplient les attaques sur la frontière avec le Rojava. La population kurde de Syrie est ainsi victime de provocations. Ces attaques menées par les militaires turcs sont coordonnées avec celles du Daesh. Le 24 mai, l'armée turque frappait à l'arme lourde les villages de Ziyaret, de Bobane et de Yapse,
à l'est et à l'ouest de la ville de Kobani. Et au même moment, le Daesh lançait une attaque depuis Jarablous sur le pont de Khéréozak, ce pont qui enjambe l'Euphrate, et il menait aussi une autre attaque sur le barrage de Tishrin. Et puis ce 27 mai, l'armée turque pénétrait sur le sol syrien et établissait un checkpoint à Hemame, dans le canton d'Afrin. Les militaires turcs ont ainsi pu menacer et insulter les villageois kurdes. Cette provocation et cette intrusion en territoire syrien constituent une violation de tous les accords internationaux. Ce 28 mai ensuite, de nouvelles attaques turques aux armes lourdes ciblaient toujours les villages situés autour de la ville de Kobani. Et de nouveau, le Daesh profitait de ces moments pour attaquer le village de Mekmen, près de Shedadi, et le village de Khéréozak, ainsi que la ville de Serler. Nous allons rejoindre par téléphone à Paris René Guetton, qui est un écrivain et journaliste et un expert auprès des Nations Unies. D'ailleurs, il vient de publier un dictionnaire amoureux de l'Orient et aussi un autre livre qui s'appelle Blessures d'Orient. René Guetton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous êtes un homme blessé quand vous voyez ce qui se passe en Syrie? Oui, bien sûr, mais je suis loin d'être aussi blessé que les populations qui sont sur place et celles qui sont parties, qui ont tout laissé dans leur pays. Oui, je suis blessé par les douleurs qu'inspirent les massacres, bien sûr, des femmes, des enfants, des hommes. Blessé aussi par les blessures faites sur les vestiges. Que ce soit, on pense à Alep, Palmyre, des villes que je connais bien, mais tout le nord de la Syrie, dans des sites où on n'a pas pu encore savoir ce qui a pu être fait. Dans votre dictionnaire amoureux de l'Orient, d'ailleurs, vous parlez qu'on a fait une erreur historique en donnant pas un pays aux Kurdes. Oui, en effet. En fait, lorsque, après la fin de la Première Guerre mondiale, en 1916, dans la région a été divisée par les accords Sykes-Picot. Ce sont des accords que les Britanniques et les Français ont passés entre eux, et dans les années qui ont suivi, ils les ont mises en place, à savoir le découpage de ce Moyen-Orient, avec la création des royaumes d'Irak, etc. Et à ce moment-là, il avait été demandé, mais prévu aussi et promis, de créer un État kurde, de la Turquie à la Syrie, à l'Iran et à l'Irak. C'est-à-dire ce qui a été cette division des peuples kurdes aujourd'hui, eh bien, malheureusement, les promesses n'ont pas été tenues. Et finalement, les Kurdes ont été naturellement, je dirais, divisés selon leur pays d'affinité. Revenons. Je déplore vraiment que cette promesse n'ait pas été tenue. Aujourd'hui, cette région vivrait autrement. Aujourd'hui, cette région serait peut-être à l'abri des conflits qu'il y a actuellement, et depuis maintenant 4-5 ans. Revenons à ce qui se passe en Syrie. Les Kurdes ont créé une nouvelle fédération du Nord avec des Arabes et des chrétiens. Est-ce que ça ne pourrait pas être un modèle pour l'avenir du pays? Pour l'avenir du pays, vous parlez de la Syrie? Oui, bien sûr. Oui, une sorte de fédération. Oui, alors là, ça pourrait être un modèle, mais il y a tellement d'enjeux différents de part et d'autre, je dirais au pluriel de part et d'autre, des différentes parties, que c'est encore à l'état d'utopie, bien sûr. Est-ce que ce serait un modèle? Bien des éléments entrent en jeu. Moi, je salue en tous les cas la force de cette entité kurde de Syrie, qui vient en plus de monter maintenant une représentation officielle à Paris. C'est donc prendre déjà les marques d'un futur territoire autonome peut-être. On a encore du chemin à faire parce qu'il faut d'abord réussir à pacifier cette région du nord de la Syrie.
réussir à mettre tous ces intervenants en dialogue entre eux pour aboutir à une paix du pays, et après la politique, cette politique qui tenterait de créer une sorte de fédération de différentes entités, pourrait peut-être en effet voir le jour. Oui, ce serait un modèle possible en tous les cas, oui. René Guéton, merci beaucoup pour vos analyses et d'avoir répondu à nos questions. Il y a quelques jours, le Conseil militaire de Manbij a annoncé le début de l'offensive contre Daesh. Le but est de libérer la ville. Des habitants de Manbij et de villages environnants participent à cette opération. Ils sont soutenus par la force démocratique syrienne et par la coalition internationale. Manbij est une ville clé du nord de la Syrie. Elle permet à Daesh de relier l'Irak à la Syrie et de servir de point d'entrée et de sortie vers la Turquie et donc vers l'Europe. C'est aussi par Manbij que le Daesh exporte son pétrole vers la Turquie. Libérer Manbij, c'est donc priver le Daesh d'une grande partie de ses revenus financiers. Soulignons aussi que dès le début de la révolution syrienne, en 2011, les habitants de Manbij se sont dressés contre l'arbitraire du régime Baas lors de grandes manifestations. Et puis la ville a été successivement occupée par les forces d'Al-Qaïda, par le Front al-Nosra et par Ahrar al-Sham. Enfin, en 2014, le Daesh prenait le contrôle de la ville. À Manbij, la population est à 65% arabe et à 25% kurde. De grands projets agricoles développés autour de Manbij avaient attiré des dizaines de milliers de paysans syriens en provenance de tout le pays, ce qui a contribué à modifier la composition démographique de la ville. Mais depuis l'arrivée de bandes armées liées au Conseil national syrien, la ville de Manbij a vécu sous le régime de la charia. Une police religieuse contrôle les burqas des femmes, punit les hommes qui fument, force les habitants à aller prier 5 fois par jour à la mosquée. Et les contrevenants sont sévèrement punis. Les exécutions barbares s'enchaînent, mais l'heure de la libération est proche. Les habitants de Manbij vont enfin pouvoir prendre leur sort en main, et une fois les combats terminés, l'Assemblée régionale de Manbij, constituée d'habitants locaux arabes, kurdes et turkmènes, s'assurera de la transition démocratique. Jusqu'à présent, la ville de Manbij a déjà perdu 2000 de ses courageux jeunes qui ont osé affronter la brutalité de Daesh. Le Conseil militaire de Manbij appelle aujourd'hui tous les jeunes de la région à rejoindre ses rangs afin de rendre à leur ville sa liberté et sa sécurité. Les forces de libération de Manbij sont fortes de 4500 combattants issus de Manbij et des villages environnants. Ces hommes infligent de profonds défis au Daesh. Sous la bannière du Conseil militaire de Manbij, 4500 combattants issus de toutes les communautés ethniques et religieuses de la région de Manbij se dressent contre le Daesh. Ces combattants sont soutenus par les forces démocratiques syriennes ainsi que par les avions de la coalition internationale. Les opérations militaires pour libérer Manbij s'organisent depuis 2 points d'entrée. Depuis Kher Ozak et son pont détruit le long de l'Euphrate, et plus au sud, depuis la ville de Tishrin. À Kher Ozak, les combattants ont traversé l'Euphrate sur de petites embarcations. Ils ont immédiatement pris le contrôle des collines environnantes. Les bandes de Daesh subissent d'importantes pertes. Sur les 2 lignes de front, les combattants du Conseil militaire de Manbij ont déjà avancé de plus de 10 km, reprenant une quinzaine de villages en 3 jours, et notamment les villages de Mustafa Hemadeh, de Haloul, de Tilerich, de Sikawiye, ainsi que les collines de Gireh Khouedé. Pour se protéger, les membres de Daesh brûlent tout ce qu'ils peuvent, les champs, mais aussi des pneus afin de tenter de se dissimuler aux combattants et aux avions. Dans le canton d'Afrine, on a créé le conseil de la ville d'Al-Bab. Ce conseil aura pour mission de reprendre la gestion de la ville qui sera libérée. C'est pour préparer les habitants des régions qui seront bientôt libérés de Daesh et des bandes armées du Conseil national syrien qui s'est créé à ces conseils. Les villes arabes situées hors des cantons kurdes pourront ainsi se prendre en main et elles jouiront d'une autonomie complète pour s'auto-administrer, comme le prévoit le projet fédéral qui se met en place au nord de la Syrie.
En cette fin d'année scolaire, les enfants yézidis de Shingal ont reçu leur bulletin. C'est un de ces beaux moments qui consacrent le retour à une vie ordinaire pour cette population martyrisée par l'offensive de Daesh en juillet 2014. Les enfants yézidis de Shingal poursuivent leur scolarité malgré la guerre et malgré les massacres. Sur la montagne, des tentes sont dressées qui accueillent chaque jour des écoliers. Il y a ainsi 9 écoles sur la montagne de Shingal, avec 35 instituteurs qui accueillent 420 élèves. Tous ces enfants reçoivent des leçons de sciences, de mathématiques, mais aussi de langue kurde et de musique. Pour le peuple yézidi, c'est un grand moment. C'est en effet la première fois que des enfants peuvent apprendre leur langue et leur foi à l'école. Mais si les enfants étudient en sécurité sur la montagne, les combattants yézidis des unités Yabasha doivent eux continuer à maintenir une vigilance constante pour déjouer les attaques du Daesh. Dimanche dernier, le village de Mediban a ainsi été attaqué. Les unités de défense Yabasha ont rapidement réagi à l'agression et ils ont tué 17 membres de Daesh. On déplore dans toutes ces attaques le décès de 3 combattants Yabasha. Ces 3 hommes sont originaires du Kurdistan du Nord, en Turquie, et c'est par solidarité avec leurs frères yézidis qu'ils étaient venus rejoindre les unités Yabasha. Au Kurdistan du Nord, les unités YPS qui assuraient la défense des quartiers de Nusaybin et de Chour se retirent. Ces retraits a dû se faire à cause des assauts criminels des forces turques. Dans la ville, les civils font maintenant l'objet d'arrestations. Beaucoup de civils ont été torturés. Depuis que les unités Yapasa qui assuraient la sécurité des quartiers de Nusaybin se sont retirées, afin de ne pas donner aux forces turques l'occasion de justifier leurs assauts criminels, la population civile est mise sous pression. Des enfants, des femmes et des personnes âgées sont ainsi arrêtés. Ce 26 mai, 42 civils ont ainsi été arrêtés dans le quartier de Yenişehir. Jugés par la cour criminelle de Nusaybin, tous ces civils ont été envoyés à la prison de Mardin. On leur reproche de briser l'unité et l'intégrité de l'État. Le lendemain, le 27 mai, 10 autres civils ont été arrêtés. Eux aussi ont ensuite été jugés et envoyés à la prison de Mardin. Alors qu'il n'y a plus de combattants Yapasa, les avions turcs bombardent la ville comme ce 1er juin, où ils ont frappé le quartier Zeyn el Abidin sur le coup de midi. Et puis beaucoup de ces civils sont torturés. Les forces spéciales de la police, les POH, ont filmé l'évacuation des civils, mais une fois les caméras éteintes, ils les ont battus en leur disant « Bienvenue en enfer ». Les civils relâchés avaient les bras cassés, des fractures à la tête, des doigts brisés et le corps recouvert d'hématomes. Erkan Benli, c'est ce musicien du groupe Koma Sebra. Lors de sa détention, cet artiste a été forcé de chanter la chanson nationaliste « Je meurs pour toi, ma Turquie » Olurum Türkiye'm, avant que les policiers ne lui brisent les doigts. À Nusaybin, les forces de l'État turc incendient maintenant les maisons sans craindre les actions des Yapasa. De lourds nuages de fumée s'échappent de la ville. Une information, relayée par l'agence Dijlé, parle du massacre de 20 personnes de Nusaybin le long de la ligne frontière avec la Syrie voisine. Un témoin aurait vu 20 personnes se faire assassiner à la lumière des gyrophares des ambulances qui avaient amené là les victimes. À un moment, un officier a crié à l'ambulancier d'éteindre son gyrophare en le traitant d'imbécile. Ayant fait du bruit, le témoin a ensuite été repéré et les policiers ont lancé dans sa direction des grenades sans réussir à le blesser. Une fois le massacre terminé, un autre véhicule blindé est arrivé pour détruire les preuves de la tuerie et tout brûler. Le 28 décembre 2011, des bombardiers turcs ont visé un groupe de villageois de Roboski dans les montagnes. Il y a eu 4 victimes. Dimanche dernier, les soldats turcs ont attaqué un autre groupe de villageois au même endroit. Cette fois-ci, il y a eu 2 morts. Un autre groupe de 30 à 40 villageois qui font du commerce à Dodan, sur les crêtes frontalières entre la Turquie et l'Irak, ont été visés par les militaires turcs dimanche dernier. Vedat Enjou, 16 ans, a été immédiatement tué lors de cette attaque des tanks turcs. Son frère, Davut Enjou, avait déjà péri lors de l'attaque de 2011.
Tous ces villageois utilisaient la route qui passe entre deux postes frontières tenus par les militaires turcs. Les soldats auraient donc très bien pu les rejoindre par la route de sécurité qui longe la frontière et les avertir. Mais au lieu de cela, ils ont choisi de tirer au tank. Les responsables du premier massacre de 2011 n'ont encore jamais dû affronter la justice. 4 ans et demi plus tard, le message des militaires turcs est clair. Ferhat Enjou, député du HDP, le formule ainsi. Les soldats peuvent tuer des gens au même endroit, de la même manière, et ne pas avoir à répondre de leurs crimes. Pour son enterrement, Vedat Enjou devait être inhumé au cimetière des martyrs de Roboski, là où reposent les victimes de 2011. Mais l'armée en a décidé autrement. Après avoir menacé la famille Enjou et les autres villageois qui portaient le défunt, les soldats ont forcé la foule et la famille à se rendre au cimetière du village, entourés de véhicules blindés. Et puis ce mardi, Yilmaz Enjou, qui avait été blessé par les tirs des tanks turcs, a perdu la vie après avoir été amputé de la jambe à l'hôpital de Şırnak. Yilmaz Enjou sera inhumé aux côtés de Davut Enjou au cimetière de Roboski. Devant les violences des policiers et des soldats turcs, les forces de la guérilla kurde ne restent pas inactives. Cette semaine encore, ils ont mené plusieurs actions de sabotage. Sur ces images, on voit l'attentat mené à Mardin contre un véhicule blindé de type Akrep. Et puis dans le district d'Uludere, à Şırnak, les unités de la guérilla, les Hapaga, ont mené ce 28 mai une action au cours de laquelle au moins 40 soldats turcs ont été tués. 2 tanks et 3 excavatrices ont aussi été détruits lors de cette opération. À Ahmet, dans le district de Lice, les combattantes du Yagi Astar ont abattu 2 gendarmes. À Van, c'est un véhicule blindé des forces turques qui a été soufflé par une explosion ce lundi à midi. 2 policiers ont été tués. Et le même soir, une nouvelle explosion frappait un bus militaire à Şırnak, près du terrain de football de Bilen. Au moins 3 policiers sont morts et une vingtaine d'autres ont été blessés. Mardi, c'est le poste de Zeyrek dans le district de Kulp, à Ahmet, qui a été attaqué par les Hapaga. 6 soldats ont été tués. À Şırnak et à Dersim, d'autres opérations menées ce mardi ont coûté la vie à 3 autres soldats turcs. Mercredi, 16 soldats ont été tués dans les différentes actions de la guérilla. Sur la colline de Güvenlik, dans la province de Siirt, les combattants de la guérilla se sont infiltrés dans les positions tenues par les forces turques. 2 soldats ont été tués. Et de nouveau à Van, mais cette fois-ci lors d'une action menée par les Yapasa, un groupe de 20 policiers a été attaqué par les résistants kurdes. 17 policiers ont été blessés. L'Institut kurde des familles des martyrs et des disparus se prépare à introduire un dossier auprès du Cour pénal international. Les familles dénoncent les massacres perpétrés à Cizre et elles demandent à la CPI de mener une enquête contre Erdogan. Les représentants des familles kurdes de martyrs de disparus vont introduire ce mercredi une demande auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, afin de lancer une enquête sur 4 principaux responsables des crimes de guerre perpétrés à Cizre. Sont visés par cette demande d'enquête le président de la Turquie, Erdogan, mais aussi le premier ministre de l'époque, Ahmet Davutoglu, le chef d'état-major, Hulusi Akar, et Efkan Ala, le ministre des Affaires intérieures. Le dossier introduit à La Haye stipule que les Kurdes n'ont pas la possibilité d'avoir recours à la justice turque, la séparation des pouvoirs étant inexistante en Turquie. Or, selon l'association Komao, ce qui s'est passé à Cizre relève des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, tels qu'ils sont définis dans les articles 7 et 8 du traité de Rome. Le Komao demande donc à ce que les 4 citoyens turcs précités, Recep Tayyip Erdogan, Efkan Alan, Hulusi Akar et Ahmet Davutoglu, fassent tous l'objet d'une enquête afin d'être un jour traduits pour leurs crimes devant les juridictions internationales. En Turquie, il est bien difficile aujourd'hui d'être journaliste ou responsable politique. En tout cas, pour ceux qui défendent les libertés et la démocratie. Il y a de nombreuses arrestations et qui prend, pendant ce temps-là, le gouvernement prépare
un statut d'hyper-présidence pour Erdogan. L'arrestation à Şırnak le 27 mai de Hürşit Külter, administrateur du parti DBP, fait aujourd'hui l'objet d'une requête de l'IHD, l'association turque des droits de l'homme, auprès des Nations Unies. Peu avant sa disparition, le 27 mai à son domicile de Şırnak, Hürşit Külter a eu le temps d'envoyer un message à sa famille où il affirmait qu'il était entouré par les forces de l'État. Par la suite, un tweet émis par un policier sur le compte BOF@tweet Güneydoğu a ensuite été partagé. Ce tweet affirme, je cite, que Hürşit Külter, qui avait déclaré face aux caméras l'auto-administration, avait fait ses prières dans un fossé et qu'il est maintenant en enfer. Et puis à Urfa, les attaques de l'AKP contre l'opposition politique ont débouché encore ce mercredi et ce vendredi sur l'arrestation de 14 représentants du DBP et du Kurdider. Tous ces représentants politiques devraient comparaître devant les autorités judiciaires ce vendredi. Concernant les attaques contre la presse, un journaliste d'ANF, Ali Barish Kurt, a été arrêté à Çorum. On lui reproche ses messages dans les médias sociaux. Dogan Akdamar, de l'agence DİHA, a lui été jugé pour avoir mis une photo de Sakine Gensis, cette représentante kurde assassinée à Paris par les services secrets de Turquie, dans un article sur DİHA. La justice reproche également à Dogan Akmadar d'avoir écrit « Nous condamnons le message de Suruç ». Le journaliste a été condamné à 1 an et 3 mois de prison par le tribunal d'Enis. Rien que pour le mois de mai, selon l'agence EGC, l'association des journalistes libres, on a assisté à 18 arrestations de journalistes en Turquie. 6 ont été emprisonnés et 6 autres ont été soumis à des traitements violents. 3 chaînes de télévision et de radio ont également dû suspendre leurs émissions pendant ce mois de mai. C'est la fin de l'année scolaire et au Rojava, le système d'enseignement porte ses fruits. 100 000 enfants ont pu passer leurs examens de fin de l'année. Dans le canton de Djeziré, 100 000 enfants ont passé leurs examens d'études finaux. Et l'on a pu procéder à la remise des diplômes cette semaine. Les cours se donnent dans les 3 langues, en kurde, en araméen et en arabe. Et les parents choisissent librement la langue qui sera utilisée pour l'instruction de leur enfant. À Guérissepi, une ville où il y a une importante proportion de la population arabophone, beaucoup de classes fonctionnent ainsi uniquement en arabe. Mesdames et messieurs, on arrive à la fin de notre programme de l'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute. À la semaine prochaine.